Le 10 février 2022, à Belfort, le président de la République, Emmanuel Macron, annonçait la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires. Ce que nous avons à bâtir aujourd'hui, c'est la renaissance du nucléaire français. 3 ans plus tard, vous le voyez, les travaux ont commencé. 2 EPR2, 2 réacteurs de nouvelle génération vont être construits sur le site. C'est l'un des plus grands chantiers d'Europe qui se prépare. Si vous suivez régulièrement nos vidéos, vous le savez, les énergies renouvelables se développent rapidement. Alors pourquoi relancer aujourd'hui le nucléaire? C'est la question centrale. Nous sommes ici à Penly, en Seine-Maritime. À ma gauche, la Manche. Et derrière moi, une centrale nucléaire. Et oui, la centrale de Penly existe déjà. Les 2 réacteurs qui la composent, on parle aussi de tranches, ont été mis en service en 1990 et 1992. D'une puissance de 1300 MW chacun, ils ont produit en 2024 près de 16 TWh, c'est plus de 60% de la consommation électrique de la région. Les 2 nouveaux réacteurs EPR2 vont être construits juste à côté, dans le prolongement. Leur puissance, 1670 MW. Ensemble, ils produiront l'équivalent de la consommation électrique actuelle de la région. Alors, la France et le nucléaire, c'est une très longue histoire, pleine de rebondissements. Avant de descendre sur le chantier, je vous propose de remonter un peu le temps. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, notre électricité provient essentiellement de 2 sources, les barrages hydroélectriques et les centrales à charbon. C'est à cette époque que la France se lance dans l'électronucléaire, autrement dit, dans la production d'électricité à partir d'uranium. On dit aussi combustible nucléaire. Entre 1955 et 1972, 8 réacteurs sont construits. Des réacteurs de 3 technologies différentes, dits de première génération. Leur puissance est assez faible, de l'ordre de quelques centaines de mégawatts. En 1973, ces réacteurs fournissent environ 8% de la production d'électricité française. C'est encore modeste. Cette filière prend fin en 1994 avec l'arrêt du dernier réacteur de ce type. Mais entre-temps, la France a lancé un ambitieux programme de construction. 58 réacteurs de 2e génération sortent de terre en 25 ans. Il s'agit de réacteurs à eau pressurisée. Cette photographie reste quasiment inchangée aujourd'hui. Toutes ces centrales fonctionnent toujours, à l'exception de Fessenheim, fermée en 2020. Récemment, un seul nouveau réacteur est apparu sur la photo de famille, le fameux EPR de Flamanville, dont vous avez forcément entendu parler. Un réacteur de 3e génération, très innovant et très sûr, mais aussi complexe à ériger. Sa construction aura pris 17 ans. Dans les prochaines années, 6 réacteurs de 3e génération devraient voir le jour, 2 à Gravelines, 2 au Bugey et vous le savez désormais, 2 à Penly. Sans retard cette fois, le constructeur l'affirme. La technologie EPR2 intègre les retours d'expérience de l'EPR de Flamanville et de ceux de même type construits en Chine, en Finlande et au Royaume-Uni. En clair, le constructeur a appris de ses erreurs. L'EPR2 devrait être moins long à construire tout en conservant les performances techniques de l'EPR et son haut niveau de sûreté. Mais pourquoi en construire de nouveau aujourd'hui? Pour anticiper nos besoins à venir. Vous allez comprendre. Face au réchauffement climatique, la France s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer toutes les émissions de CO2, mais qu'il ne faut pas en émettre plus que ce qu'on est capable d'absorber, de manière naturelle ou à partir de technologies. Pour y parvenir, il faut donc sortir des énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole, et électrifier les usages. Dans l'industrie, l'électrification massive du secteur a commencé. Sur la route également. À terme, les voitures thermiques neuves seront interdites à la vente. Cette transition énergétique devrait aboutir, selon la feuille de route établie par l'État, à une augmentation de la consommation électrique de 28% en France en 2050. Pour produire cette électricité sans émettre de gaz à effet de serre,
La France a choisi de s'appuyer à la fois sur les énergies renouvelables et sur l'énergie nucléaire, qui n'émettent quasiment pas de CO2. C'est ce qu'on appelle le mix énergétique. Mais au fait, comment une centrale nucléaire produit-elle de l'électricité ? Une centrale nucléaire fonctionne sur le même principe que n'importe quelle centrale thermique. Elle produit de la vapeur qui entraîne des turbines qui produisent de l'électricité. Ce qui change, c'est le combustible. Dans une centrale nucléaire, on utilise de l'uranium-235, un minerai. D'importants gisements se trouvent au Kazakhstan, au Canada, en Namibie, en Australie, en Ouzbékistan et en Russie. Lorsqu'on bombarde un noyau d'atomes d'uranium-235 avec un neutron, il se casse en deux. On dit qu'il est fissile. Au moment où il se casse, des neutrons sont éjectés et de l'énergie libérée sous forme de rayonnement et de chaleur. Les neutrons éjectés peuvent alors frapper d'autres noyaux d'uranium-235 et produire de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Et cette énergie est gigantesque. La fission des noyaux d'uranium-235 contenus dans 1 gramme d'uranium libère autant d'énergie que la combustion de 3 tonnes de charbon. Cette chaleur est utilisée pour chauffer de l'eau et générer de la vapeur qui fait tourner une turbine. La turbine entraîne un alternateur et c'est ce turbo-alternateur qui produit de l'électricité. Cette production est réalisée avec d'infinies précautions, car je l'ai dit, la fission libère de l'énergie sous forme de chaleur, mais elle libère aussi des rayonnements ainsi que des particules radioactives, ces derniers étant extrêmement nocifs. Voilà pourquoi le bâtiment réacteur est un véritable bunker d'où rien ne s'échappe. Il est sous haute surveillance et soumis au contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire, un organisme indépendant. Allez, on retourne sur le chantier. Le chantier de construction des EPR2 a débuté à l'été 2024. Près de 200 engins s'y croisent tous les jours. Mais ce que vous voyez là, ce ne sont que les travaux préparatoires. Le but, faire de la place. À l'origine, dans les années 1990, la centrale de Penly devait accueillir 4 réacteurs. Seuls 2 ont été construits. Il y a donc de l'espace. Sauf que les EPR2 sont plus puissants, plus volumineux que les réacteurs actuels. Ils ont une emprise au sol plus importante. Mais ce n'est pas tout. Sur un tel chantier, il faut de l'espace pour accueillir les grues, les zones de préfabrication, les zones d'entreposage de matériel ou de déblais. Il faut aussi installer des locaux pour accueillir les entreprises et prévoir des parkings. Ici, on prépare donc le terrain pour les travaux de construction à proprement parler, qui viendront dans un deuxième temps. Sacré défi pour les équipes. Le site est enclavé entre la mer et la falaise, une falaise de 110 mètres de hauteur. Alors comment gagner de l'espace ? En creusant. En creusant la falaise, mais uniquement la partie qui a été artificialisée dans les années 1980. On ne touche pas à la falaise naturelle. La roche extraite est ensuite stockée pour être réutilisée sur le chantier. Les équipes qui travaillent derrière moi sont littéralement en train de repousser les murs. La craie qui est extraite de la falaise est utilisée ici pour agrandir l'espace dédié à la construction des 2 EPR2. Une extension de 20 hectares, l'équivalent de 28 terrains de foot. Bonjour Stéphane. Bonjour Jamy. Alors vous êtes un peu le chef d'orchestre de ce chantier. Nous sommes ici sur une zone qui a été poldérisée à la fin des années 80 et on va encore gagner du terrain sur la mer. Jusqu'où on va aller ? Jusqu'au Penly 1-2. On va faire 3 enclos, 3 casiers qu'on va progressivement combler avec de la craie. Et là, ce qu'on voit jusqu'au bout, en fait, c'est l'empreinte du 3e qu'on va construire en 2026. D'accord. On sait que le niveau des mers augmente, cette côte ne sera pas épargnée, il a déjà augmenté de 20 cm depuis le début du XXe siècle, on annonce entre 60 cm et 1,10 m d'ici 2100. Comment anticipez-vous le phénomène ? Eh bien, le changement climatique va être pris en compte dès la phase de conception, c'est-à-dire qu'on va construire les 2 réacteurs EPR2 12 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui permet de les protéger pendant toute la durée de vie. Cette plateforme sera aussi protégée par une digue. Cette digue, elle permet d'atténuer les effets de mer, comme les vagues, comme la houle, et tout ça va être chapeauté par un mur chasse-mer qui lui protège contre les tempêtes. Ouais, ce mur va s'élever à quelle hauteur ? Le haut sera à 5 mètres au-dessus du niveau de la plateforme, c'est-à-dire à plus de 17 mètres. À 17 mètres. Et ce mur est destiné à repousser des vagues qui arriveraient les repousser. Quand on combine les effets de la houle et les effets des vagues, ce mur est là pour protéger.
La construction de la centrale n'a pas à proprement parler commencé. Pourtant, ici, on construit déjà. On est où, là? Ici, on est dans la zone maquette. Maquettes. C'est pas des petites maquettes. Ce sont des maquettes à l'échelle 1, donc c'est des maquettes en configuration réelle. On va en tester plus de 30 sur la durée de vie. Mais c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on teste précisément? Alors on teste les méthodes de construction. On teste par exemple la pose des coffrages, la mise en place du ferraillage et l'installation du béton. Tout ça pour gagner du temps, pour rendre le chantier plus fluide? Pour gagner du temps, pour être prêt déjà, pour roder nos personnels et notre organisation à la mise en place de l'installation qui se fera plus tard. Alors ça, c'est la phase maquette. Les étapes suivantes? Alors aujourd'hui, on est dans la phase de travaux préparatoires et terrassement. Juste après, on aura la phase de construction génie civil avec la construction des bâtiments qui sera suivie, elle, des montages électromécaniques, c'est-à-dire qu'on vient installer les équipements, on vient installer les chemins de câbles et les tuyaux. Et tout ça sera suivi par une phase d'essai avant la mise en service de l'installation. Et ça, c'est prévu pour quand? La mise en service est prévue en 2038. Aujourd'hui, près de 1000 personnes travaillent sur le site, mais au pic de l'activité, il y en aura près de 10 000 avec 100 métiers représentés. Ici, on est au cœur du réacteur. Enfin, façon de parler, on travaille à la conception des futurs EPR2. Bonjour Sylvain. Bonjour Jérémy. Alors on a sous les yeux une représentation des deux futures tranches, Panly 3 et Panly 4. Comment réalise-t-on le design de réacteurs nucléaires? Par design, on entend la forme que vont prendre toutes ces infrastructures. Déjà, on repart des bases qu'EDF connaît très bien de la conception de centrales, avec tout le parc qu'on a déployé, sur lequel on applique les meilleurs standards de sûreté qui ont été mis à niveau à la date à laquelle on conçoit. Donc une fois qu'on a ces bases, on entre dans ce qu'on appelle le conceptual design. Donc on commence par définir notre concept, donc l'architecture des grands circuits, le nombre de circuits pour assurer la redondance, et on commence à les installer dans des bâtiments, ce qui permet d'avoir un peu les tailles des différents bâtiments et la place que ça prendra sur le site. Une fois qu'on a ça, il y a l'étape de basic design. Donc là, on commence à concevoir les circuits de manière un peu plus précise à l'intérieur des bâtiments. On lance des calculs pour les concevoir et on commence à approvisionner les équipements auprès des fournisseurs. Et enfin, la dernière phase, c'est le detail design. Donc là, c'est vraiment la conception très fine, détaillée, où on va dans le détail de tous les équipements de la centrale. On réintègre aussi ce que les fournisseurs nous auront donné par rapport aux équipements qu'ils vont nous approvisionner et on prépare le chantier. Alors vous avez repris les grandes caractéristiques de la précédente génération des EPR. Qu'est-ce qui a changé finalement pour que ces réacteurs soient plus rapides et moins chers à construire? Typiquement sur le génie civil, on a amélioré l'alignement des voiles, la complexité de certains éléments pour permettre de le construire plus rapidement. Pour aller plus vite sur les montages mécaniques, on a travaillé plus à de la préfabrication et à une amélioration de l'introduction des équipements pour là aussi pouvoir avoir des cadences de montage plus rapides. Enfin, on a essayé de limiter la diversité de tous les équipements en ayant une standardisation la plus forte possible de tous nos équipements. Des réacteurs plus rapides à construire, tout en tenant compte malgré tout de ce qui s'est passé à Fukushima. Bien sûr, on s'aligne toujours sur le meilleur niveau de sûreté appelé par la réglementation. On a pris en compte l'expérience de Fukushima, ce qu'on avait déjà fait sur toutes nos centrales, mais là on l'a pris dès la conception. Donc concrètement, c'est assurer une robustesse accrue à tout ce qu'on appelle les agressions naturelles. Donc évidemment, on pense à l'inondation en premier lieu, garantir une très bonne diversité des sources de refroidissement et des sources d'alimentation électrique, et enfin garantir une autonomie du site, c'est-à-dire que même en cas de catastrophe, le site est capable de gérer en autonomie sa centrale avant une arrivée des secours. Faire en sorte que les pompes qui permettent d'alimenter le circuit de refroidissement ne soient pas noyées. Tout à fait. Ce chantier va durer des années. La mise en service de la première tranche est attendue pour 2038. Pour l'heure, seuls les travaux préparatoires sont autorisés. EDF pourra passer à la phase suivante après l'obtention du feu vert de l'autorité de sûreté nucléaire. Ces travaux gigantesques ne doivent pas nous faire oublier que pour réussir la transition énergétique, il faut aussi réduire notre consommation d'énergie fossile et de manière générale, être plus économe en énergie. Allez, on coupe la caméra pour aujourd'hui. À bientôt.